est-ce qu'un pervers narcissique peut guérir ? Non. Aujourd'hui, dans Donne-moi tout, on va plonger dans un sujet dont beaucoup se disent être touchés. Les pervers narcissiques. Ils sont partout, dans nos familles, nos relations amoureuses, nos cercles d'amis, au travail, dans nos maisons. En fait, c'est un vrai sujet, les pervers narcissiques. On ne peut pas dire que tout le monde est pervers narcissique. Alors, comment les repérer ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Et surtout, comment s'en libérer ? Pour répondre à ces questions, j'accueille la papesse du sujet, Anne-Clotilde Ziegler. Voilà. Anne-Clotilde, elle est thérapeute, Oui. mais elle a écrit plusieurs ouvrages qui sont, d'après moi, qui ai consulté des ouvrages sur ces pathologies-là, les meilleurs que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Les plus précis, les plus pédagogiques. Bref, merci d'exister et merci d'en avoir fait un sujet et de l'avoir approfondi à ce point-là, Anne-Clotilde. Avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment hyper contente de vous recevoir et en même temps un peu troublée parce que je pense que j'ai vécu peut-être à côté, près de personnes qui peuvent s'apparenter aux personnes que vous décrivez dans vos livres. Et quand on a parlé un tout petit peu avant l'enregistrement, vous m'avez dit « Oh bah vous êtes le profil type ». Oui, absolument. Absolument. C'est ça. Et alors pourquoi ? Parce que vous êtes extrêmement gentil. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en interagissant avec vous. Spontanée, généreuse affectivement, brillante. Ah bah dis donc, on commence bien cet épisode. Non mais je vous brosse un peu comme ça, après ça ira bien. Ouais. Brillante, bref, en un mot, riche. Riche affectivement, riche de prestige. Vous êtes dans des endroits où on prend la lumière. Vous êtes entrepreneuse. Voilà, on a envie, en tout cas les personnes qui ont un narcissisme pathologique grandiose avec du déficit en dessous, vont avoir envie de se frotter à vous pour essayer de pomper toutes vos qualités, pour essayer de vous capter. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Vaste sujet, attention, un pervers narcissique, Anne-Clotilde. Oui, vaste sujet, et en même temps, ça mérite vraiment de poser des choses précises à ce sujet, justement. Un pervers narcissique, ou une perverse narcissique, parce qu'il y a aussi des femmes qui répondent à ce profil, c'est une personne qui est porteuse d'un trouble de la personnalité, ce qui est équivalent à pathologie psychique, mais pathologie psychique relativement légère. Donc, suivant les écoles de pensée, en psychologie, en psychothérapie, il y a plusieurs dénominations. Donc, pervers narcissique, c'est les psychanalystes qui disent ça. C'est issu des travaux de Paul-Claude Racamier. Les gens qui font des thérapies comportementales et cognitives parlent de manipulateurs. Et les gens qui font du diagnostic psychiatrique plus classique parlent, pour les Américains, de triade noire. Donc, l'association de 3 pathologies. Pathologie narcissique, psychopathie, machiavélisme. Et des chercheurs français ont rajouté à cette triade noire déjà réjouissante le sadisme. Eh ben, une personne perverse narcissique, c'est une personne qui est porteuse de ces traits. Maintenant, il y a 1 milliard de nuances. Bien sûr. D'abord, si on se réfère à la triade ou à la tétrade noire, triade 3, tétrade 4, suivant qu'on est aux États-Unis ou en France. Je sais pas, en ce moment, on va rester en France. Tétrade noire. D'abord, suivant les profils, il y aura des personnes porteuses de tétrade noire, je dis prédateurs, j'essaye d'avoir un terme qui ne présage pas de l'école psychologique où on parle. Il y aura des prédateurs qui seront plus narcissiques, d'autres plus sadiques, d'autres plus psychopathes. Et puis, il y a des prédateurs, je vais être grossière, mais vous allez prendre l'habitude, il y a des prédateurs cons, donc ils ne sont pas trop machiavéliques. Et puis, il y en a qui sont extrêmement intelligents et qui sont atrocement machiavéliques. Oui. Il n'y a pas un portrait robot exact du prédateur. Alors, non et si. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est que depuis le temps que je cause sur le sujet, j'ai reçu beaucoup de retours des gens qui m'écoutent ou qui me lisent et qui me disent « Vous parlez de ma vie ?» Oui. Donc, c'est qu'il y a des ressemblances. C'est même un peu ce qu'ils font de la pathologie. Quand on est du côté de la pathologie, psychiquement, on se met à ressembler aux autres. En fait, c'est quand on est différent, original, qu'on est vraiment dans la santé mentale.
Le symptôme, ça nous rend, un TOC de est-ce que j'ai bien fermé, c'est un TOC de est-ce que j'ai bien fermé, qu'on soit brun, blond, c'est vrai. Algérien, français ou canadien. Voilà. Et puis il y a des nuances d'intensité. C'est ça. Et enfin, je crois, alors ça c'est très récent dans ma réflexion que j'intègre ça, et c'est à cause du sociologue Marjoli, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Et enfin, je crois qu'il y a des pervers narcissiques, structurellement pervers narcissiques, c'est ceux dont s'occupent les psys. Et puis, il y a des comportements pervers narcissiques qui s'assimilent aux comportements patriarcaux. Quand on écoute les masculinistes, oui, on se dit, en v'là un beau. Et c'est même pas sûr, en fait. C'est un comportement patriarcal. Oui, qui est intégré, limite, dans les gènes des hommes, parce que ça fait des années. Alors, oui, il y a un truc qui est, dans les gènes, en tout cas dans l'habitude, je dirais Bourdieu, c'est-à-dire dans la façon d'être au monde, oui. Et puis, il y a des moments où ils peuvent devenir pervers, quand ils se sentent menacés, par exemple, dans leur virilité, dans leur correspondance à la norme patriarcale, ils peuvent devenir pervers narcissiques. Oui, c'est ça. Mais provisoirement, ils ne le sont pas structurellement sur le long terme. Alors ça, c'est... Racamier disait ça, hein, c'est soit ponctuel, soit structurel. Ah oui, ça peut être deux personnes ensemble, leur association ne marche pas et crée chez l'un une perversion envers l'autre. Je dirais pas ça comme ça, surtout que là, toutes les proies d'emprise qui nous écoutent vont se dire « Ah mon Dieu, c'est moi !» Donc non, voilà. Il y en a qui le sont et qui le sont, c'est fondu dans la masse, c'est structurel. En revanche... un homme dont on mettrait publiquement, notamment publiquement, par trop en difficulté ses prérogatives patriarcales, pourrait user de défense de type pervers narcissique. Maintenant, j'aimerais qu'on voit des exemples concrets de perversion que peuvent subir une femme, un homme dans le travail, dans le couple. Oui. Des exemples très clairs pour que les gens puissent se figurer la différence entre quelqu'un de pas gentil, de pas sympa et un pervers. Oui, vous voulez des scènes ou vous voulez des choses plus générales ? Déjà, une scène dans le couple. Une scène dans le couple. Je la raconte, alors c'est pas pour faire de la pub, mais je la raconte dans mon bouquin rouge qui s'appelle Pervers narcissique, 50 scènes du quotidien. Ils sont en couple. Elle rentre, elle est cadre, elle rentre à la fin d'une journée de boulot harassante, avec du stress jusque par-dessus les oreilles. Et elle monte se faire couler un bain. Il était déjà là quand elle est arrivée. Et il monte dans la salle de bain et il pose une demi-fesse sur le bord de la baignoire. Donc elle se dit, soit ça présage d'une conversation sympa, intime, soit ça présage même d'une activité érotique. Elle est toute nue dans le bain quand même. Il reste silencieux un moment, il la regarde, elle se dit, ah, on se dirige vers l'érotisme, et il lui dit, t'aurais pas un peu grossi, toi ? Voilà. Ouais. C'est subtil, hein, mais voilà, il fait monter la tension et il la fait voler en éclats avec un scud dont elle va avoir du mal à se remettre parce que son activité, son regard l'a ouverte à devenir vulnérable. Et paf, à ce moment-là, c'est sûr que c'est destructeur. Et alors, là, je vais essayer d'aller vous chercher Venez me chercher. Sur cette scène-là, par exemple. Je prends l'autre partie. Je serais plutôt dans votre sens à dire, oui, c'est terrible de faire ça. Oui. Quelle idée d'aller faire ça. Oui. Mais est-ce que c'est pas juste un mec nul et maladroit ? Mais oui, mais merci pour ça, Pauline. Absolument. Et ça peut aussi être ça. C'est-à-dire quand on le constate une fois, ça fait pas le diagnostic. Quand c'est tout le temps, ça fait le diagnostic. Voilà. En effet. Et en fait, c'est ça le problème de faire sortir le diagnostic du cabinet du psy. Alors, je le fais et je le fais avec vigueur parce que je pense que c'est nécessaire qu'on s'empare de ça. Mais le problème de faire sortir le diagnostic du cabinet du psy, c'est que précisément, on n'est pas diagnosticien. Et puis, quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est vachement facile de dire c'est l'autre qui est pervers narcissique, comme ça je m'en débarrasse. Voilà, c'est ça qui peut être embêtant.
Ouais. En fait, ça me rappelle très fortement cette scène, le film Mon Roi, qui je trouve est d'une subtilité, d'une très grande subtilité, parce qu'au début, il lui dit juste que, je sais plus, il lui fait il lui parle des détails de son corps, il lui parle du fait qu'elle a eu un enfant et que du coup, potentiellement, elle est plus large, etc., qui sont des choses extrêmement graves, en fait. Mais où on peut se dire, bon, c'est le début d'une passion, il rigole, il s'amuse avec elle. C'est ça. C'est l'ambiguïté. Récemment, nous avons vécu, alors c'est pas un diagnostic, mais c'est intéressant. Nous avons vécu quelques événements politiques liés à ce qui se passe outre-Atlantique. Et nous avons notamment vu l'homme le plus riche du monde faire un salut qui avait l'air d'offrir son cœur, mais d'une manière qui, à nous, les Européens, nous rappelle des mauvais souvenirs. Tout à fait. Bien. Je pense que tout le monde voit de quoi on parle. Je pense que ce qui a fait perdurer le geste, plus encore qu'il n'aurait dû, c'est l'ambiguïté. Et c'est que certains disaient c'est un salut nazi, et d'autres disaient mais non, c'est une maladresse, il est autiste. Oui. Voilà. Et ça, pour moi, cette ambiguïté, ça signe la perversion. La relation avec un pervers narcissique, qui s'appelle la relation d'emprise, elle se déroule en 3 phases. La première, enfin 3 phases, 2 phases et un basculement plutôt. La première phase, c'est la phase de séduction. Et donc là, on va être devant un personnage, mais pile comme on l'attend, quoi. Le job de ses rêves avec le manager idéal, le collaborateur fabuleux, l'amoureux, mais comme dans nos rêves, l'amoureux ou l'amoureuse, stupéfait de tomber sur un tel rêve. Évidemment, la proie va lâcher son fromage comme dans le corbeau et le renard de La Fontaine. Voilà, elle va succomber au charme jusqu'au moment où elle va faire quelque chose à partir de quoi elle ne pourra plus reculer sans y laisser des plumes. J'appelle ça le ferrage. Donc le ferrage, c'est le moment où, quand on pêche, le crochet rentre dans la bouche du poisson. C'est fichu, quoi. C'est jamais fichu. Mais on va y laisser des plumes. Je veux dire, le poisson peut se dégager, mais il y laisse un morceau de sa joue. Après le ferrage, quand la proie est bien arrimée, alors le prédateur commence à se déchaîner. Et alors, ça peut être un déchaînement haut en couleur et en insultes et en violence et en féminicide. J'ai dit, il y a des gradations. C'est ça. Mais ça peut être un déchaînement haut en remarques subtiles, mais qui, au bout d'un moment, creuse bien aussi. Une goutte d'eau sur la pierre, ça finit par faire des trous. Voilà. Et puis, quand la proie fait mine de partir, le prédateur en rajoute une petite louche dans la séduction. La proie se dit donc ça va mieux, donc je reste. Et on est reparti pour des semaines, des mois, des années. Ça peut durer 50 ans comme ça. Et vous parlez d'ailleurs du gaslighting. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le gaslighting, c'est un mot anglais qui vient du film Gaslight, qui a été tourné en 46 puis 50, en 50 par Cukor, en 46 par un réalisateur dont je ne me souviens plus du nom, mais celui de 46, vous le trouvez sur YouTube en version intégrale. Génial. Voilà. C'est intéressant. Oui, vraiment. Et donc, dans ce film, Gaslight, on voit un type, un escroc, essayer de faire en sorte que sa femme croit qu'elle est folle. Et en fait, le gaslighting, c'est à chaque fois que le prédateur induit de la confusion chez la proie, et quand la proie est confuse ou émotionnellement bousculée ou en train de piquer une crise, il lui dit « Tu vois bien que t'es folle. Tu vois bien que t'es malade mentale. Tu devrais voir un psy, ma grande. » L'entourage peut même le croire. L'entourage peut le croire, surtout si le prédateur prend le masque de charmant et où les persécutions ont lieu quand la porte est fermée. Elles ont lieu quand la porte est fermée la plupart du temps. Donc, tant que l'entourage se fait avoir par le masque, il imagine que c'est la proie qui a un problème. Je me souviens d'une de mes patientes, elle est arrivée peu de temps après ça. Elle était sous emprise avec son mari depuis un long moment. Elle commençait vraiment à fatiguer, quoi. La tête de la fleur commençait à ployer joliment. Elle n'était pas bien du tout. Et elle commence à
à parler avec moi, elle met en œuvre les démarches pour divorcer. Et elle me raconte qu'une copine commune à son ex et elle, un jour l'a prise, elle, entre quatre yeux, en lui disant dis donc, t'es plus la fille gay que j'ai connue, tu deviens terne et moche, fais gaffe, tu vas le perdre. Voilà. Alors que c'est juste, si elle devient terne et moche, c'est parce que la relation de couple est de plus en plus détériorante. Oui, ouais. Parce que c'est elle qui fane. Elle fane, c'est ça. Elle fane, vraiment. Il l'arrose justement de toute sa malveillance, quoi. C'est ça, c'est Roundup. On a dit tous les termes autour de la botanique. Hein. On était dedans. Absolument, oui, mais j'ai souvent cette image. J'ai souvent cette image que quelqu'un sous emprise, quelqu'un qui est une proie idéale, c'est une belle fleur. Et sous emprise, bien sûr, elle ploie. Voilà. Vous parlez justement d'une personne que vous avez reçue en thérapie. Oui. Vous en avez reçu beaucoup et je pense que ça risque pas de s'arrêter parce que c'est quand même un sujet qui est un peu sans fin, hein, malheureusement. Hein. Alors, c'est un sujet qui est un peu sans fin. Donc, moi, pour ce qui est de l'écriture, j'ai écrit 4 livres sur le sujet. Ça y est, c'est fait. Oui. Là, je suis en train d'écrire sur un tout autre sujet parce que ça y est, j'estime que j'ai fait le tour on en parlera. De ce que moi, j'avais à dire. De ce prochain livre. Mais j'ai entendu dans une autre interview de votre part que vous aviez fait des erreurs 2 fois. Puis après, vous avez arrêté de faire des erreurs. Ouais. Mais ces erreurs, elles viennent un peu du syndrome du sauveur, non ? Oui, absolument. Ces erreurs, elles viennent du fait que je suis thérapeute. Je suis psychothérapeute. Donc, quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils ont besoin d'un coup de main. Donc, mon métier, c'est de donner le coup de main sans aller au-delà de mes prérogatives. Et puis, des fois, je fais des conneries. Donc, j'en ai fait, voilà. La première fois, c'était une patiente dont le mari correspondait à ce profil et qui avait... Alors, c'était bien avant que j'écrive. Et moi, j'en étais au tout début de la prise de conscience de ce que c'était que la perversion narcissique. C'est assez récent, hein, même pour les psys. Oui. Ça a 25 ans. Ça fait 35 ans que je bosse, donc c'est assez récent. Et donc, elle était en couple avec un salopard qui la détruisait joliment après une enfance avec une mère très violente qui l'avait un peu prédestinée à accepter l'inacceptable. Puis un jour, elle m'a rapporté une tentative d'homicide par strangulation. Donc évidemment, j'ai commencé à faire pression comme une vache pour qu'elle le quitte. Voilà, j'ai commencé à... Et c'est pas passé. Et elle a quitté quelqu'un, mais pas son mec, moi. Voilà. Et puis une autre fois, j'ai reçu une dame merveilleuse qui avait 74 ans, qui était depuis plusieurs décennies mariée avec un personnage du même type, réputée dépressive chronique. Évidemment, dans ces conditions, je peux comprendre qu'on le soit. Bien sûr. Voilà, et il y aurait eu moyen qu'elle décohabite avec lui, même si divorcée, grande bourgeoise, milieu très catholique, etc. Ça, c'était compliqué. Puis, à 74 ans, bon. Oui. Mais elle aurait pu décohabiter. Et j'ai fait pression. Et encore une fois, j'ai fait trop pression. Ouais. Et elle est partie. Et elle est partie en disant sur un ton mi-figue, ni raisin, je vous déteste. Ah oui. C'était une plaisanterie, mais j'ai bien entendu que sous la plaisanterie, il y avait quelque chose qui était... qu'avec moi, elle avait entreaperçu le rêve de se dégager et qu'elle n'y était pas parvenue. Et que moi, j'avais pas à faire pression comme ça. En réalité, cette pression-là est anti-déontologique. J'ai pas à dire aux gens ce qu'ils font avec leur vie. Ouais. Mais quelquefois, c'est tellement... faut être solide, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses qui sont vraiment très abusives. Mais oui. Et puis, moi je crois pas à cette chose, un peu, cette zone grise où on se dit, bien sûr que parfois, je pense qu'entre psychothérapeutes ou journalistes, quand moi, je rentre chez moi, parfois, je suis lourde des récits que j'ai entendus, que j'essaie, je marque une distance. Parfois, quand une femme ou un homme vient me raconter une histoire de vie très dure, bien sûr que ça m'atteint quand même. Oui, alors, oui, ça atteint. Alors, j'ai la chance, moi, de faire un métier qui permet de transformer le malheur. Oui. Du coup, évidemment, ça me touche et c'est important que je me laisse toucher parce que c'est aussi avec le fait que je suis touchée que ça déclenche l'empathie et donc une de mes compétences centrales. Mais en même temps, les gens se modifient. Alors, je peux vous dire que le plus beau paysage du monde, c'est un être humain qui fleurit.
Donc c'est vous le bon arrosoir alors. J'essaye. En tout cas, c'est bio. Justement, est-ce que vous avez des conseils à donner aux proches, à l'entourage? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on remarque qu'une personne qu'on aime est sous emprise, qu'on aime ou qu'on aime bien, un collègue par exemple? Oui, c'est très important. Eh bien, c'est le moment d'apprendre à écouter vraiment. L'idée, c'est justement de ne pas répéter mes conneries, c'est-à-dire de ne pas faire pression. Quand je dis faut faire comme avec quelqu'un qui est dans une secte, en général, les gens comprennent ce que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire pas faire pression, pas critiquer ouvertement le conjoint, le patron. C'est dur, ça. Oui, ça demande de la maîtrise. Être prêt à ouvrir l'espace des récits, quelquefois un peu difficile, avoir toujours un paquet de mouchoirs dans son sac, être prêt à des récits qui radotent, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes situations qui... Voilà. Oui, ça, c'est souvent ce que des personnes relatent, c'est le côté, mais ça fait 10 fois qu'elle me raconte la même chose, qu'elle revit la même histoire. C'est ça. Faut être là quand même. Faut être là quand même. La thérapie, c'est un long radotage, et le mien et celui de mes patients, c'est normal. Ça, on évolue en spirale, hein. Donc forcément, on répète les mêmes choses. Voilà. Être prêt au revirement du type je vais divorcer et une semaine plus tard, c'est l'homme de ma vie, j'ai jamais été aussi amoureuse. C'est comme une cure de désintox. On sait que pour les personnes alcoolodépendantes, il faut en moyenne 7 cures. Ah oui. Voilà. J'ai arrêté de fumer, mais c'est récent. J'ai arrêté un nombre de fois assez considérable. Voilà. J'ai arrêté définitivement, je sais pas, 10 fois, 15 fois. Et puis là, je crois que j'ai vraiment arrêté définitivement. Ça fait presque 2 ans. Je crois que j'ai... Voilà. Voilà. Donc, repérer le truc. Quand on a quelqu'un dans l'entourage qui semble être sous emprise, repérer le truc. Écouter. Non verbalement montrer de temps en temps que c'est quand même pas OK, ça. Voilà. Avoir l'empathie par zone un peu bruyante, du type « Oh merde, c'est pas vrai ». Pas beaucoup plus que ça. Et quand on sent que la personne est mûre, alors comment on le sent? Débrouillez-vous, on le sent. Dire « Tu devrais aller voir Donne-moi tout, là, le podcast. Il y en a un sur les pervers narcissiques. Va voir. » Ou dire, j'ai une patiente dont la collègue a lâché comme ça au milieu d'une conversation, pervers narcissique. Et ma patiente est allée voir sur Internet. Et elle m'a dit, parce qu'elle est arrivée peu de temps après chez moi, elle m'a dit, je suis tombée de ma chaise. Vous et les autres qui parlent de ça, vous racontiez ma vie, quoi. On a une sensation quand on est en face d'un pervers narcissique. Oui. On a quelque chose, on a un instinct. Pourquoi on l'écoute pas? Pourquoi on n'écoute pas son intuition? Parce que la personne arrive souvent à un moment de fragilité, de vulnérabilité, et qu'on a envie d'une relation, d'un nouveau job, d'une amie, de machin. Parce qu'on se dit c'est pas possible. Et parce que si pour sortir avec un mec, on attendait qu'il soit parfait, on serait toutes nonnes. C'est clair, le message est passé. Donc, en réalité, ce qu'il faut clarifier, c'est qu'est-ce qui est acceptable pour moi ou pas. Et en réalité, tout le travail féministe, notamment autour du consentement, pour nous tous, on va dire, clarifie ça. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai tendance à penser que il laisse traîner ses chaussettes, c'est chiant, mais c'est acceptable. Qu'il me traite de grosse vache, c'est no way. Oui. Même s'il est très fâché. Ouais, ok. Voilà, je peux être très fâchée et dire des tas de gros mots, mais pas insulter l'autre. Comment ça se transcrit là, vous m'avez fait une scénette du couple dans le travail. Parce que ça, il y a quelque chose de... on va avoir un manager, par exemple, ou un +1 qui nous maltraite, mais est-ce que parfois c'est pas aussi pour nous pousser à être meilleurs dans notre travail? Non, mais
Je prêche ailleurs pour essayer d'aller vous chercher. Hein. Oui. Est-ce que, en étant bienveillant avec ses employés, on va leur faire du bon travail? Oui. Alors d'abord, oui. La pédagogie noire ou le management noir, pour faire un parallèle, ça marche pas. Y a un monsieur dont j'ai oublié le nom qui dit là où règne la crainte, les chiffres sont faux. Ok. J'aime beaucoup cet adage. Tout y est. Hein. Voilà. Donc oui, on peut être tout à fait clair dans ses demandes et on peut tout à fait manager en restant respectueux de la personne et bienveillant dans son attitude vis-à-vis d'elle. La perversion narcissique au travail, c'est tous les managements qui sont malveillants, critiquants, impossibles à suivre parce qu'on demande au manager une chose et le contraire en même temps, systématiquement dénigrants, où le manager pique les idées et les réussites du collaborateur et lui refile ses échecs. La partition est claire, tout ce qui va bien c'est lui, les échecs c'est la proie collaborateur. Les managements toxiques, ça amène au burn-out. Hein. Ça amène au burn-out ou pire. Pire, ouais, ça peut arriver ça. Hein. Ah bah oui. Détruire quelqu'un, en fait, détruire peut-être son rêve aussi. Hein. Détruire quelqu'un, détruire son rêve, détruire sa confiance en soi. Sa carrière qu'il a travaillé. Absolument, détruire sa confiance dans sa compétence. Et pourquoi il fait ça? Quel est son intérêt? Il y en a plusieurs. D'abord, souvent, alors c'est pas systématique, mais souvent, les prédateurs ou les pervers narcissiques arrivent à des postes où ils sont pas compétents. Parce qu'ils y sont arrivés à travers des opérations de charme et pas à travers des compétences réelles. Est-ce que ça peut arriver après avoir répété plusieurs fois qu'ils étaient bons alors qu'ils ne l'étaient pas? À votre sourire, je vois que vous pensez à quelque chose. Mais totalement. Fake it until you make it. Ouais. Absolument. Totalement. Donc, en général, ils arrivent, vous connaissez le syndrome de Peter, sinon je vous renvoie au bouquin. En général, ils arrivent à leur niveau d'incompétence maximale. Donc, ils ne supportent pas des collaborateurs qui sont compétents et qui risquent d'une part de les démasquer, d'autre part d'être calife à la place du calife, en tout cas de les expulser de là, de montrer l'évidence, de dire le roi est nu, comme dans le conte, hein, de montrer l'évidence de leur incompétence. Ils le font parce qu'ils sont jaloux. Voilà, donc ça s'appelle le syndrome de Parkinson, pas la maladie neurologique. Le fait de dézinguer, quand on est incompétent, de dézinguer les gens compétents autour de soi pour pas que ça se voit, l'incompétence. Par exemple, les équipes avec les gros turnovers, ça peut être un indicateur. Quand on intègre un poste et qu'on est sur un poste avec un gros turnover, c'est mieux de partir avant même d'avoir pris le poste. Parce que ça veut dire que c'est un poste intenable. Une psychothérapeute, moi, à une époque de ma vie, m'a dit, par rapport à un pervers narcissique, en tout cas, détecté par elle, hein, moi je parle en son nom là, il n'y a rien à faire. Partez. Oui. Vous ne pourrez pas combattre. Oui. Ça va vous épuiser, ça va vous servir à rien. Oui. Parce qu'il y a un truc à un moment, quand on se réveille et qu'on se dit, je suis face à cette typologie de personnes, je veux gagner. Ça suffit que ce soit... Alors ça, faut pas jouer à ça parce qu'ils sont plus forts que nous. Hein. Voilà, se venger. Leur faire entendre raison. Les amener à guérir. Se venger. Leur faire mordre la poussière. Faut oublier, ils sont plus forts que nous à ce jeu-là. Je sais qui va gagner. Voilà. Ouais, c'est important de le dire, ça. Hein. Ah là là, il faut le dire et le répéter. Absolument. Les pervers narcissiques sont plus forts que nous. Ah, mais plus forts dans le mal. Plus fort dans le mal. Au jeu, c'est-à-dire, au jeu, je vais être grossière, du désingage de gueule, on leur arrive pas à la cheville. Jamais. Et puis, c'est pas la peine de salir les mains, faut laisser faire le karma. Oui, il fait son œuvre. Oh oui. Tôt ou tard. Oui. Alors, pourquoi ils sont pervers narcissiques? Alors, ça vient c'est la question à 5 balles. Oui. Première hypothèse à laquelle j'ai tendance à adhérer, c'est l'hypothèse de... Alors, Paul-Claude Racamier, on le cite toujours, mais on ne cite pas Otto Kernberg et Heinz Kohut, qui sont 2 psychanalystes américains, qui ont travaillé, eux, sur le trouble
narcissique de la personnalité et sur le trouble borderline, mais sur le trouble narcissique qui fait partie du trouble pervers narcissique. D'accord ? Ça va ? Je suis. Donc, l'hypothèse de tous ces gens-là, c'est, revisiter Ziegler, à force de la répéter, je ne sais plus qui a dit quoi, donc je vous donne ma sauce. Oui, j'ai touillé dans mon propre chaudron, voilà ce que ça donne. Entre la naissance et grosso modo 18 mois, l'être humain construit ce qu'on va appeler un organe psychique qui a au moins deux fonctions principales et fondamentales, qui sont de mettre ce qu'il perçoit du monde en cohérence, parce que sinon on percevrait un ensemble de trucs morcelés où on verrait pas le bout. Oui, puis on saurait pas pourquoi on attrape ça. Exactement, qu'est-ce qu'on fait en face de l'autre, hein ? Et de faire la différence entre soi et non-soi. Ok. Bien. Cet organe psychique, ça s'appelle le moi. La plupart du temps, le moi, tel l'œuf dur moyen, est intègre, et donc la réalité peut presser sur lui, il va rester intègre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de casser un œuf dur façon Hulk, quand il n'y a pas de faille dans la coquille, on n'y arrive pas. C'est très très solide. Pourtant, la paroi est fine, c'est étonnant. Hein. Bon. Je fais ça tous les soirs. Voilà, moi aussi, c'est mon passe-temps préféré. Chez le futur pervers narcissique, qui ne va pas forcément devenir pervers narcissique, mais c'est une des évolutions possibles, le moi se constitue, mais avec une faille. Du coup, il est fragile, comme notre œuf dur. Quand l'œuf dur a une faille, je fais comme ça et il est tout cassé. Quand le moi est tout cassé, on dit morcelé, il est psychotique, c'est-à-dire fou, il est plus capable de mettre de la cohérence, il est plus capable de faire la différence entre soi et non-soi. Ok. Ça va ? Ouais. Donc, notre pervers narcissique, il tient en un seul bout, mais c'est fragile, très fragile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, dit Otto Kernberg, fusionner le moi et l'idéal du moi, c'est technique, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Bien sûr. Et faire comme une deuxième coque, une deuxième coque au-dessus du moi morcelé en feuille d'or. Ok. Pour tenir le moi ensemble. Oui, c'est ça. Je me dis comment il recolle les morceaux. Eh ben, il met de la feuille d'or narcissique. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les monuments historiques poser de la feuille d'or. Ça se pose au pinceau, mais c'est pas très très solide. Hein, donc, non. Il est tout le temps en train d'essayer de. Et pourquoi il est morcelé alors ? Il n'est pas encore morcelé. Il risque de l'être. Mais dans cette période où il risque de l'être. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la faille ? Ça, c'est une bonne question. Personne ne sait. Oui, d'accord. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas. Il met sa coque autour. Et puis, alors, évidemment, il ne supporte aucun choc. Donc, il a besoin d'une poubelle psychique. Parce que tout ce qui est bien, c'est moi. Tout ce qui n'est pas bien, c'est toi. D'accord. Sinon, je vole en éclats. Mm-hmm. Et puis, j'ai besoin de penser que je suis the best president of the world. Bon, pourquoi ça me vient ? Et donc, je dois monter sur la tête des autres pour être le meilleur. Me valoriser aux dépens. Mm-hmm. Et puis, je suis tellement centrée sur psychiquement survivre que les autres, j'en ai rien à faire. Je n'ai pas d'empathie. Ça, c'est très dangereux de ne pas avoir d'empathie. Hein. Bah, c'est un petit peu la source de beaucoup d'ennuis, oui. Ouais. Je n'ai pas d'empathie. Parfois, j'ai l'image... il paraît quand on forme les maîtres-nageurs sauveteurs, on les forme aussi à immobiliser le futur noyé qui, en se débattant, a tendance à casser la figure du maître-nageur qui vient le sauver. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Ok. Bon. Et, contre toute attente, moyennant beaucoup d'énergie, ça marche. Il ne devient pas fou. Entre 16 et 25 ans, où grosso modo la schizophrénie décompense, il ne décompense pas. Il y a de temps en temps des petites fuites délirantes. Ok. Des faits alternatifs. Et évidemment, c'est un clin d'œil espiègle, mais pas que. Des faits alternatifs, des théories du complot, des trucs où on se dit, oula. Puis il revient. Mais ça tient. Ça tient. Et ça peut tenir comme ça jusqu'à la fin. On décrit vers 50 ans une potentielle évolution péjorative où la personne décompense vers de la paranoïa vraie, de la paranoïa délirante. Hein, donc ça tient, mais... Et il est très malheureux à ce moment-là, alors ? Il est malheureux tout du long. Tout du long. Ils sont Instagrammables, mais sous la photo Instagram, ils sont malheureux tout du long. Ils sont tout du long occupés à recoller de la feuille d'or partout où ça se décolle. Et ça se décolle tout le temps. Vous êtes la reine de la métaphore. Hein.
Oui, j'aime bien. Et de l'image. Oui, j'aime bien. Moi, je comprends comme ça, en fait. Oui, c'est génial. Voilà. Alors, donc, première hypothèse, ils sont pervers narcissiques parce que la perversion narcissique est une structure défensive contre la psychose. Ok. Ça explique aussi pourquoi on ne peut pas les changer, c'est qu'on ne peut pas leur en demander plus. C'est déjà pas mal. Ok. De réussir à tenir en un seul morceau. Voilà, si on s'écarte un peu de leur toxicité, qu'on regarde de loin, on a envie de dire bravo l'artiste. T'es vraiment insupportable, mais au moins t'es pas devenu dingue. Bon. Première hypothèse. Une victime pourrait dire j'aurais préféré qu'il soit dingue et interné. Oui, mais c'est en fait les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils sont jamais allés voir l'hôpital psychiatrique. Comment c'est d'être dingue. Voilà, j'y ai bossé 12 ans à l'hôpital psychiatrique. Je les connais bien, les schizophrènes. Je ne souhaiterais à personne. Hein. C'est une souffrance atroce. Atroce. Il n'y a rien à faire. On leur donne des médicaments parce qu'on ne sait pas faire mieux pour l'instant. D'accord. Les médicaments, ça permet de recoller artificiellement le moi, d'éviter trop les hallucinations, de limiter l'hallucination, le délire, les symptômes en fait. Bien sûr. Et dès qu'ils arrêtent les médicaments, c'est reparti comme en 40. La deuxième hypothèse, mais qui marche aussi en fait, elle est tirée de la thérapie des schémas et elle est reprise en France par un psy que j'aime bien qui s'appelle Didier Pleu. Donc l'idée c'est que ces enfants, les pervers narcissiques, sont des enfants qu'on a élevés sans leur donner de limites et sans leur faire entendre que l'altérité existe. Ok. Ce que Didier Pleu appelle les enfants rois. Et Didier Pleu dit... alors, la thérapie des schémas dit les enfants rois, ça donne des schémas, un schéma qui s'appelle Tout nous est dû. Et Didier Pleu a écrit un livre qui s'appelle De l'enfant roi à l'adulte tyran. Et oui, bien sûr. Voilà. Et donc... voilà, quand on a développé aucune idée de l'altérité, quand on n'a pas intégré qu'on ne fait pas autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, quand on n'a pas intégré que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, etc., etc. Et puis surtout, c'est l'enfant roi qui n'a pas eu de limite, mais qui en plus n'a pas reçu beaucoup d'amour. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, si je puis dire, de ne pas avoir donné de limite ferme. On peut tout à fait élever un enfant avec de la bienveillance et des explications et pas de punition cruelle. Enfin, c'est même, à mon sens, mieux. Mais qui n'a non seulement pas reçu de limite, mais pas reçu d'amour et de formation, en quelque sorte, à l'empathie. Ouais, c'est ça. C'est des schémas que vous avez pu retrouver en consultation ? Parce que je crois que vous avez reçu des pervers narcissiques. J'en ai reçu pas beaucoup, parce qu'ils viennent pas beaucoup. Bah oui. Est-ce que j'ai reçu des adultes ? Oui, en général, ils restent pas. Des adultes parce que autrement, c'est des enfants ? Non, je prends pas d'enfants. Ah. Mais j'ai reçu très peu de pervers narcissiques, ils viennent pas. Ceux que j'ai reçus, je les regardais plutôt du côté du prisme de la psychose compensée que du côté du prisme de l'adulte tyran. Mais je me souviens d'une personne, elle est restée une séance. Elle a dû me trouver insupportable parce que... Vous ne rentriez pas dans leur jeu. Je ne rentre pas là, c'est non, quoi. Hein, ben voilà. Oui. Donc, voilà. Mais donc, c'est incroyable. Elle venait parce qu'elles avaient été détectées et donc elles voulaient se soigner ou pour d'autres... Non, pour d'autres raisons. C'était des femmes ? Des femmes. Ok. L'une qui était clairement perverse voulait que je mette un diagnostic de perversion narcissique sur son époux. Waouh. Ok. Ça c'est arrivé plusieurs fois. Et l'autre est arrivée parce qu'elle était malheureuse en amour et que elle voulait que ça aille mieux, quoi. Et comment, au fil de la séance, vous détectez que c'est une perverse narcissique ? Alors, la première, parce que... alors, d'abord, dans la façon de se comporter vis-à-vis de moi, où il y a des trucs qui sont énormes, quoi. C'est des trucs concrets, c'est du ressenti Non, c'est des choses concrètes. Alors, il y en a une où je ne veux pas donner trop de détails. Ah oui. Alors, il y en a une, c'était des choses très concrètes autour de... être à l'heure, me payer,
ne pas s'arrêter quand je dis qu'on s'arrête. Elle voulait pas. Je disais on s'arrête, mais elle continuait. Et je me souviens, on s'est assises toutes les deux, par exemple. Alors, elle est arrivée avec moult signes de sa haute richesse et intellectualité. Donc, vraiment, c'était une mise en scène pour m'impressionner. On s'est assises et elle m'a fait... Voilà. Déjà, ça, c'est intéressant. Je veux dire, ça vient chercher, évidemment, Narcisse chez moi. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un bouton sur le nez, mes chaussures sont pas bien. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, bref. Elle a empilé un certain nombre de signes où je me suis dit... On y est. Je me le suis pas dit tout de suite. Hein. Je me le suis dit après coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et puis, voilà, ça m'est venu... mais ils ne le savent pas. Les pervers narcissiques ne savent pas qu'ils le sont. Si. Ah, ils le savent. Enfin, ils savent pas, ils n'ont pas tous croisé le nom et le diagnostic. Mais en revanche, j'ai reçu nombre de témoignages de personnes qui me disent je me reconnais. Oui, c'est tout à fait ça. Et ça leur fait peur, hein ? Non, ils sont tranquilles. Et il y en a même qui sont un peu contents parce qu'on en parle beaucoup quand même. Wow. Et puis ça fait peur. J'ai un jeune homme qui m'a écrit pour me décrire qu'il s'était reconnu. C'est mon premier témoignage sur les réseaux sociaux. Donc, je lis ce témoignage. Je me demande quoi répondre, mais je suis thérapeute. Et donc, je lui réponds, merci pour ce témoignage, prenez soin de vous. Je veux dire, ce type est malade. Oui. Et il me répond, vous devriez relire mon message. Et j'entendais le oui, en fait, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Non. Ouais. Troisième cause possible, alors ça serait vachement intéressant, un déficit cérébral en neurones miroirs, qui est l'équipement neurologique de l'empathie. Donc on pourrait faire une IRM et savoir si on est psychopathe ? Quasi. Alors voilà, c'est comme vous le dites, c'est un petit peu simpliste. Hein. Mais enfin, voilà, parce qu'en effet... J'ai rien dit. non, mais c'est vrai. Et puis, cette habitude aujourd'hui du tout neurologique qui est exaspérant, Mouke Hébert en parle magnifiquement. Voilà. Mais bon, c'est quand même une hypothèse intéressante parce qu'en effet, le manque d'empathie, c'est quand même un truc très marquant et ça crée beaucoup de désordre et pour soi et pour l'autre. Et puis alors, dernière hypothèse, roulement de tambour, celle de Marc Joly, directeur de recherche au CNRS en sociologie, qui a fait sa thèse d'habilitation à diriger les recherches sur la perversion narcissique. Et la thèse est parue aux éditions du CNRS, ça s'appelle « La perversion narcissique ». J'ai la chance de connaître cet homme, qui est par ailleurs un gentilhomme. Et alors, pour simplifier, Marc Joly dit « La perversion narcissique, c'est une sociopathologie ». J'explique. Le paradigme patriarcal, en tout cas dans les pays occidentaux, est en train de basculer vers un autre paradigme que Marc Joly appelle la symétrie réflexive entre hommes et femmes. Alors, il y a les individus, notamment de sexe mâle, parce qu'on s'engueule avec Marc sur il y a des femmes dont il n'y a pas des femmes. Bon, enfin on s'engueule, disons qu'on discute, on réfléchit ensemble. Les hommes, en tout cas, qui ne parviennent pas à passer du paradigme patriarcal au paradigme de symétrie réflexive, c'est-à-dire à faire le deuil du pouvoir patriarcal, essayent, on va le dire comme ça, de récupérer une posture patriarcale à travers la violence psychologique et physique, alors que sous le paradigme patriarcal, la violence était symbolique, dirait Bourdieu, c'est-à-dire que le dominé avait avalé comme naturel sa domination. D'accord. Donc là, les femmes, je vais le dire autrement, les femmes, elles commencent à faire chier le monde parce qu'elles refusent d'être dominées et d'être inférieures, et elles commencent à prendre un statut équivalent, si ce n'est supérieur, à celui des mecs. Et donc, pour essayer de les faire rentrer dans le rang, je vais leur démonter la gueule. Donc, en gros, le fait, physiquement. Voilà, que le fait que les femmes sortent de la cuisine fait que les hommes, pour compenser, vont devenir de plus en plus durs avec... Pas tous. Bah oui. Pas tous, mais ceux qui n'arrivent pas à faire le deuil de l'ancienne posture montrent cette sociopathologie, dit Marc Joly,
de la perversion narcissique. Alors, je pense que ça ne résume pas tout le phénomène, mais quand même, je trouve que c'est vraiment quelque chose à garder en tête. À réfléchir. À garder en tête. Parce qu'il y a dans le patriarcat des éléments réifiant, déshumanisant les dominés qui sont tout à fait dans l'ambiance perverse. Hein. Ouais, qui colle bien. Qui colle bien. Si vous réfléchissez bien à un nom qu'on connaît tous, les ressources humaines, si ça, c'est pas déshumanisant, je veux bien être pendu. Hein. C'est-à-dire ? Une ressource, c'est un truc qu'on utilise, et puis quand on a fini de l'utiliser, on jette. Oui. C'est un truc. Les ressources, oui. Ah, c'est marrant, je le vois pas complètement comme ça, moi. Et alors, moi, je vois ressources comme quelque chose, comme énergie. Une personne ressource. Comme une énergie qui se diffuse. C'est ça. Alors voilà, on pourrait discuter, mais on n'est pas là pour ça, mais on pourrait discuter. Est-ce que voir ressources humaines, c'est voir comme une énergie qui se diffuse, ou est-ce que c'est de la violence symbolique acceptée ? Parce que ressources humaines, bon sang de bois, je suis pas une ressource, quoi. Oui, c'est vrai. Et je suis suffisamment vieille pour avoir connu les services du personnel. C'est pas pareil. Il y avait le magasin général avec les ressources, et il y avait le service du personnel. C'est plus clair pour moi. Ouais. Et donc, voilà, on est, et j'espère que c'est juste, et puis surtout j'espère que ça va durer, on est en train de passer à autre chose, à sortir du patriarcat, et donc ceux qui n'y arrivent pas montrent des signes pervers narcissiques. Quand on écoute les masculinistes, c'est souvent confondant. Hein. Mais alors, est-ce que ça a peut-être du sens ce que je vais dire, ou vous allez me dire pas du tout, mais c'est ce pourquoi il arrive que des femmes à des postes très élevés, j'ai pu entendre « Ah mais celle-là, elle est horrible, elle se coupe les cheveux comme un homme et elle est perverse narcissique. » Enfin, elle se coupe les cheveux comme un homme, ça n'existe pas. On peut se couper les cheveux courts ou se raser la tête. On sera toujours une femme. Mais je veux dire, on rentre dans un espèce de copie. Alors voilà, c'est l'endroit où personnellement je me gratte la tête. Donc il y a en effet des femmes qui accèdent à des positions de pouvoir en singeant les hommes. Oui, c'est ça. Singeant, c'est le mot que je n'avais pas. Je suis contente que vous grattiez la tête grâce à moi. Ça veut dire que j'ai posé les bonnes questions. Absolument. Non, mais c'est vraiment... En fait, c'est la question avec laquelle j'ai la chance de débattre par moments avec Marc Joly. C'est que Marc dit, il n'y a pas de femmes. Je dis, bien sûr que si, il y a des femmes, j'en connais. Alors ça, moi, je vous ai entendu plusieurs fois sur ce sujet. Ça vous fatigue, ça vous épuise. Il n'y a pas d'études sur est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes. On dit « il » pour englober le propos. Alors, scoop, il n'y a pas d'études, mais je suis en train de commencer à aller regarder les études. Donc, il n'y a pas d'études de prévalence sur la perversion narcissique, parce que perversion narcissique ou triade noire, c'est ni dans le DSM, Diagnostical and Statistical Manual, ni dans la classification internationale des maladies, la CIM, qui sont les deux références en matière de diagnostic. Donc, il n'y a pas d'études de prévalence. Mais, on peut quand même aller regarder les études de prévalence sur la pathologie narcissique. On peut quand même aller regarder les études de prévalence sur la psychopathie. Et l'une comme l'autre montre quand même une majorité d'hommes. Oui. On peut regarder les études sur les violences conjugales. Les violences conjugales, stricto sensu, c'est 2 tiers les hommes, 1 tiers les femmes. Les violences intrafamiliales ou extrafamiliales sexuelles, c'est plus de 90% des mecs. Oui. Donc, il y a quand même plus de mecs que d'hommes. Mais combien exactement, on ne sait pas. Plus de mecs que de femmes, pardon. Mais combien exactement, on ne sait pas. Alors, c'est sûrement pas 50-50. Il y a plus d'hommes, c'est sûr. Mais il y a des femmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour ces femmes dans les raisons profondes que j'ai décrites tout à l'heure, psychiques, c'est les mêmes. Dans les raisons plus sociologiques, c'est là qu'on se gratte la tête. Ok. Et les femmes, elles ont un moyen différent d'être perverses ? Oui, en général. Vous savez bien, une vraie femme, c'est doux. Okay. Donc elles sont moins directement violentes. D'accord. Elles sont plus... Même là, on est plus maline.
Ou carrément. Allez, merci, on va le dire comme ça. Même là, on n'est plus maligne. Non, non, mais moi, je tiens à dire, j'aime les hommes, et je pense que vous Oui, aussi, moi aussi, bien Anne-Clotilde. évidemment. J'aime profondément les hommes. J'étais ravie d'avoir un fils, justement, en me disant, mais c'est merveilleux. Enfin, on lutte, je pense, on s'est un peu trouvé sur ça, j'ai l'impression, le patriarcat. Mais les hommes, alors, c'est là où souvent les mecs font un... Absolument. Mais il y a aucun souci, évidemment. J'ai aussi le bonheur d'avoir un fils, pas que, mais aussi un fils. Et mon propos n'étant rien misandre, Pierre Bourdieu disait « Le dominant est dominé par sa domination ». Oui, c'est ça. Ça s'impose à tous. Hein. Donc, c'est pas le fait d'un individu ou d'une autre, c'est une structure sociologique. Ouais. La structure sociologique, elle s'impose à nous et elle nous structure. C'est ça. Moi aussi, je fais des erreurs avec mon fils où je me dis, attends, pourquoi je lui dis ça ? Le message que je lui donne, il est très mauvais. Mais carrément, absolument, absolument. Et j'ai beau être féministe... j'ai connu un homme qui faisait le tour de sa voiture pour m'ouvrir la porte. Je trouvais ça délicieux. Totalement suranné et vraiment délicieux. Oui, voilà, sûr. Alors que c'est plus patriarcal comme geste, tu meurs, quoi. Est-ce que justement, on parle de la famille, on parle de nos enfants toutes les deux. Comment ça se passe dans la famille, la perversion, l'emprise ? J'arrive pas à la comprendre parce que c'est la pire, vous le disiez. C'est celle dont on a le plus de mal à se défaire. Quitter un parent, c'est terrible. Oui, on divorce pas de ses parents. Oui, c'est vraiment compliqué. Les enfants... alors, le plus tôt les enfants se rendent compte que le parent dysfonctionne, le plus ils sont protégés. Jim Joss dit quand un enfant est maltraité, il ne cesse pas d'aimer le parent maltraitant, il cesse de s'aimer lui-même. Ce qui est vrai. Quand l'enfant se rend compte que le parent maltraitant est maltraitant parce que c'est le parent qui a un problème, ça le protège dans ce sens-là. Okay. Donc, il va falloir que l'enfant fasse ce chemin de se rendre compte du dysfonctionnement du parent, qui, je le rappelle, est un dysfonctionnement pathologique. Il est méchant parce qu'il est malade. Oui, il n'y a pas à pardonner ou pas pardonner. En fait, c'est un fait... Il faut... C'est ça. Alors, pour moi, le pardon, c'est accepter les choses comme elles sont. Ah oui. Donc, voilà. Donc, il y a à accepter les choses comme elles sont. Essayer de se protéger quand même au maximum. Alors, pour les enfants petits, c'est compliqué, la protection. Hein. Ben oui. Et puis ensuite, faire la différence entre être d'accord avec un parent et l'écouter et l'aimer. On peut aimer... un parent complètement déconnant. Oui, bien sûr. Sauf quand il a été tellement toxique. Qu'est-ce que c'est un parent pervers narcissique ? C'est un parent qui n'a pas d'empathie, qui utilise ses enfants pour leur praticité ou comme des faire-valoir, qui risque d'être tôt ou tard jaloux de l'enfant et de le détruire au nom de cette jalousie. Quand je dis jalousie, je parle d'envie hostile, hein, être envieux. C'est un parent qui est centré sur son nombril et pas du tout centré sur l'enfant, manque d'empathie. C'est un parent qui peut lancer des scuds dans la tête de l'enfant absolument destructeurs. C'est un parent totalement immature qui n'est pas capable de jouer son rôle de parent. Oui, et c'est très dangereux parce que ce que vous disiez aussi, c'est que ça structure et c'est pour ça qu'après, on risque d'être une proie facile pour les prochains derrière. C'est ça. En fait, ça structure et surtout, ça fait apparaître comme normal ce qui ne l'est pas. Et donc, la normalité chez l'autre, on ne l'aperçoit pas, puisque on a toujours fonctionné comme ça. Et puis, ça a un petit goût, ça a le goût de la soupe de la maison. Donc, c'est familier. Et puis, il faut aussi se rendre compte que si on répète, c'est qu'on finit de guérir. Oui. À chaque fois qu'on répète une situation, on remet l'ouvrage sur le métier et on peut retravailler dessus. Puis un jour, ça s'arrête. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé justement sur l'emprise que vous trouvez important de citer Parce que pour moi, on a fait le tour de beaucoup de sujets, mais je veux dire quelque chose, un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit comment je fais ? Quel est le premier pas ? Oui, ça justement. Faites à votre rythme, prenez votre temps, foutez-vous la paix, ça fait peur.
C'est pas facile. Je vais refaire de l'autopromo. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Pourquoi suis-je resté ?» Il est paru en poche. Ça va pas vous ruiner. Achetez-le, lisez-le. Foutez-vous la paix. À partir du moment où vous avez réalisé, vous allez partir quand ce sera le moment pour vous. Quand ce sera le moment pour vous et pour vos enfants, s'il y a des enfants. Quand ce sera le moment pour votre job, parce qu'on ne trouve pas du boulot comme ça. Voilà, foutez-vous la paix, respectez-vous. Vous n'êtes pas respecté dans cette relation. Respectez-vous. Et vous n'êtes pas fou, /folle. Oui, c'est ça. On vous croit. On vous croit. Dernière question autour de ce sujet-là. Est-ce qu'un pervers narcissique peut guérir ? Non. C'est fichu. C'est déjà une victoire contre la psychose. Est-ce que, franchement, humainement, on peut demander plus ? Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il devrait avoir une psychose immense, être interné potentiellement. Voilà, et là, il est cadre chez Sprons. Alors, il est incompétent, d'accord, il est insupportable, d'accord, mais il a des costumes de chez machin et une montre de chez truc et je sais pas quoi. Ce qui voudrait dire que s'il voulait se guérir, ça voudrait dire qu'il a de l'empathie. Donc, ce serait pas réellement un pervers narcissique, c'est le serpent qui se mord la queue finalement. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. En général, il finit par se prendre le karma dans la figure, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il arrive que ça les améliore un peu. Voilà. Les femmes qui me disent « je veux pas divorcer parce que je vais l'abandonner », je réponds, et c'est pas pour... voilà, parce que c'est vrai, je réponds, le fait que vous divorciez va peut-être l'aider un peu. Oui. À au moins prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas. Oui, parce que quand il a la proie, sa perversion, elle est au max, quoi. Elle est au max. On a tous en tête... J'ai lu une plaisanterie que j'ai trouvée délicieuse qui dit... Aujourd'hui, quand on dit « mais quel imbécile », tout le monde sait de qui on parle. Donc lui, il est en pleine hubris, il est en pleine ivresse de soi. Et là, plus personne ne le tient. Hein. Ouais. Plus personne ne le tient. C'est d'ailleurs ça qui fait peur à toute la communauté internationale. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non, mais je dis ça, je délire. J'ai pas un pays peut-être, un pays très puissant, dominé par une personne qui... un peu orange. Mais c'est là... Casimir. Ah, c'est ça. Il y a effectivement... ils sont multiples, c'est ce que vous disiez au début. Oui. Il y en a des très intelligents, d'autres moins. Et les très intelligents. Non, mais parce que par exemple, dans le travail, dans le travail, vous citiez le fait que potentiellement, il est très mauvais dans ce qu'il fait, mais il a un poste haut gradé parce qu'il a réussi à faire croire à tout le monde qu'il était excellent. Oui. Il y en a aussi qui sont excellents dans leur domaine. Hein. Complètement. Il y a des génies qui sont des pervers narcissiques. Complètement. Donne-moi tout. Les initiales, Anne-Clotilde, c'est DMT. Oui. Est-ce que la DMT, ça vous parle ? Un peu. Cette molécule qui peut être... Diméthyltryptophane. Voilà, bon, elle est trop forte. Cette molécule qui permettrait de voir l'âme, de voir derrière ce qu'il y a derrière la vie, derrière nous. Même certaines personnes reviennent en disant qu'elles ont vu leur propre mort, elles ont voyagé jusqu'à leur propre mort. Ça me permet, moi, de poser des questions très profondes à la fin des épisodes à mes invités. Pour vous, quel est le plus beau voyage de la vie, de votre vie? Celui que j'ai fait moi? Oui. Ou en général, si vous voulez rester thérapeute et avec de la distance. Oui, je suis une thérapeute qui n'est pas toujours distanciée. C'est avec ça que je travaille. Le plus beau voyage d'une vie, c'est le voyage vers soi. C'est faire connaissance avec soi-même, encore et encore et encore. Et quand on se reconnaît, se dire « Ah, je te connais, toi, t'es de mon coin, salut. T'es de mon Tchékar, je t'ai déjà vu, salut. » Mais très bien. Ma deuxième question, ce sera pareil, une question assez philosophique, mais finalement, je pense qu'on se la pose tous un jour. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre avant de passer de l'autre côté de la DMT, là, dans ce voyage, ce deuxième voyage? Acceptez-vous tel que vous êtes, bordel de merde. C'est clair. C'est très, très clair. Parce qu'on a un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est le sujet, hein, c'est votre nouveau sujet. Comme, les réseaux sociaux jouent une place importante dans ça. Oui. On ne s'accepte pas. Oui. La Gen Z ne veut plus être en couple. Oui. On fera un autre épisode. Hein. Allez, on fera un autre épisode. Parce que c'est un sujet maintenant pour vous. Alors, c'est mon sujet transversal. Non, mon prochain sujet, c'est qu'est-ce qui se passe pour les femmes et les hommes qui ont des relations au long cours, les maîtresses et les amants, qui attendent l'autre
des années, Mais on va faire un épisode dessus. des décennies. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bordel ? Comment se considèrent-ils, quoi ? Comment se considèrent-ils ? Pourquoi ils attendent ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le phénomène qui est derrière ? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'engager, en fait ? Voilà, ça pose un tas de questions passionnantes, absolument. Et vous êtes passionnante. Merci. Vraiment passionnante. Je suis ravie, encore une fois, de vous avoir reçu. J'espère que vous qui nous écoutez maintenant, vous avez passé un aussi bon moment que moi sur un sujet... Que nous, merci. Extrêmement lourd, extrêmement dévastateur, qui, comme vous l'avez dit, peut aller jusqu'à la mort d'une personne. Ah, oui. En tout cas, la souffrance. Ça crée beaucoup de souffrance. Oui. Donc, ou la souffrance, la maladie, la mort, oui. Oui, c'est ça. Oui. Féminicide, ça existe. Et puis suicide... Assisté. Ouais, c'est ça. Crime parfait, ça existe aussi, oui. Oui, c'est ça. On croit qu'elle s'est suicidée comme ça, puis non. Merci de continuer à écouter Donne-moi tout. Merci pour vos retours, vos messages. Je fais ce podcast avec le cœur. On est une toute petite équipe. J'espère qu'elle va grossir. J'espère qu'on va exploser comme d'autres podcasts. C'est vrai que moi, je travaille plutôt dans la profondeur. La profondeur, ça prend du temps. Je veux trier mes invités sur le volet. Je veux que des gens avec des histoires fortes. Et elle m'a invité, moi. Voilà. Donc, merci à vous. Merci mille fois. Continuez à laisser des commentaires. Moi, je lis tout. J'essaye de répondre à tout. Parfois, j'ai pas le temps, mais j'essaye de répondre à tout. Partagez le podcast à vos amis en situation, par exemple, pour cet épisode où vous vous dites, peut-être, partagez-le. Alors, comme l'a dit Anne-Clotilde, avec douceur, avec respect. Voilà. Merci. À bientôt. Et à bientôt, Anne-Clotilde. Je crois qu'on a encore plein de choses à se dire. À bientôt, Pauline, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Salut. Si cet épisode de Donne-moi tout vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. J'en ai vraiment besoin pour continuer à créer du contenu pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce qu'ici, on veut bien tout donner, mais on veut aussi recevoir votre avis.